Bonsoir, bonsoir pour cette 9e séance de rendez-vous de la session de la session ça va, Daniel, 2017. Tu peux t'étendre la jambe. 2017 est une année qui vient après 2016. 2016 avait déjà été assez remarquable puisqu'on avait commencé avec le Brexit. Pas encore digéré. Ensuite, l'élection américaine. Je n'en dirai rien. Qu'allait-il se passer donc en 2017? Encore mieux. Encore pire, je n'en sais pas. Bon, vous avez aujourd'hui, notamment, puisque en 2017, effectivement, vous le savez, il y a eu des élections en Angleterre aussi, qui ont livré leur lot de surprises. Il y a des élections aussi, bien sûr, en France, ailleurs aussi, mais enfin, ce qui nous intéresse, c'est un peu quand même ce qui se passe en Europe et en Amérique du Nord, plutôt. Donc, l'année 2017, pour la France en tout cas, l'Angleterre aussi, la Grande-Bretagne aussi, a été une année assez exceptionnelle, un cru exceptionnel. C'est pour ça que vous avez rappelé donné le titre de une folle année électorale. Je pense effectivement qu'il s'agit effectivement d'une année qui restera dans les mémoires. Et pour en parler, donc Pierre-François Mourier, je le répète pour ceux qui n'étaient pas là, mardi, peut-être que Pierre-François Mourier a une vieille expérience de Middlebury. Je ne reviens pas sur ses nombreuses années passées ici. Surtout pas sur mes frasques. Voilà. Que depuis, il a mené une carrière tout à fait remarquable, d'abord dans la politique, en étant, comme on l'avait vu mardi dernier, en travaillant notamment avec des hommes politiques de plus haut plan, puisque le président Chirac, notamment travaillant pour le futur président Chirac, et puis ensuite dans la diplomatie, en étant consul à San Francisco, et ensuite ambassadeur de France en Slovénie. C'est pour ça qu'il met des petits mots en slovène sur ma porte, c'est pour ça que je le reconnais. Et donc, depuis, ayant réintégré son corps d'origine, qui s'appelle le Conseil d'État. Peut-être que certains d'entre vous auraient cliqué sur le site du Conseil d'État que je vous ai envoyé ce matin en mail. Vous aurez vu qu'il s'agit d'une institution française un peu compliquée, mais qui est une espèce de cour d'arbitrage administratif dans tous les domaines administratifs en France. Quelque chose de tout à fait passionnant. Je suis tout à fait d'accord. Enfin, c'est pas vraiment le sujet ici, parce qu'aujourd'hui, le sujet est plus politique, donc une année électorale, une folle année de campagne électorale. Donc, sans tarder, la parole à Pierre-François. Merci beaucoup, Philippe. Michel, je vous ai déjà prévenu mardi que si vous étiez d'un tempérament un peu sensible, il ne fallait pas venir, parce que la politique, c'est un sport de combat, toujours, dans tous les pays. Dans certains plus que d'autres, mais la France ne fait pas exception à la règle. Et cette campagne présidentielle-là a vraiment été, de toutes celles que j'ai eu à connaître ou à approcher, la plus violente, la plus brutale, et celle qui a amené le plus de disparitions de figures politiques de premier plan. En quelques mois, entre la rentrée 2016, l'automne 2016 et le printemps 2017, vous avez deux présidents de la République qui ont été évacués de la scène, Nicolas Sarkozy, président de 2007 à 2012, et François Hollande, qui est président en titre entre 2007 et 2012, qui est le premier président de la République, de la Ve République, à ne pas pouvoir se représenter. Enfin, à juger en tout cas qu'il ne pouvait pas, qu'il n'était pas en état de se représenter, en état politique de se représenter. Les Français se sont aussi débarrassés de trois anciens premiers ministres. Manuel Valls, qui venait d'être Premier ministre, sous François Hollande, Alain Juppé, dont je vais beaucoup parler ce soir parce que c'est celui que je connais le mieux, et François Fillon, qui avait été le seul et unique Premier ministre de Nicolas Sarkozy entre 2007 et 2012. Et on ne compte pas le nombre de ministres qui ont été poussés à une retraite politique forcée, et encore plus le nombre de députés qui, en juin dernier, eux aussi, ont soit choisi de ne pas se représenter, parce qu'ils pensaient que ça n'était pas jouable, soit ont été littéralement balayés au profit du nouveau parti La République En Marche, qui est le parti d'Emmanuel Macron, président de la République. Donc ça a été remarquablement violent.
Alors, je vais parler comme on disait dans les années 70, de là où je suis. C'est-à-dire que je vais insister surtout sur la campagne vue du côté du centre et de la droite, puisque c'est celle à laquelle je vais participer. Et de toute façon, en 1 heure, il faut faire un choix, parce que si on devait parler aussi de la campagne vue du Parti Socialiste, vue de la France Insoumise, etc., on n'aurait pas assez de la journée pour y arriver. Il y a exactement 1 an, je terminais ma 4e année d'ambassadeur à Ljubljana, en Slovénie. J'étais très heureux là-bas, on était tous très heureux là-bas, je crois que mes filles sont dans la salle pour confirmer. Et on se demandait tous ce qu'on allait faire, si on allait repartir à l'étranger ou si on allait rentrer à Paris. Et très honnêtement, on n'avait pas une appétence particulière pour l'idée de rentrer à Paris. Et puis, et en plus le Quai d'Orsay nous avait proposé d'autres choses. Le Quai d'Orsay, c'est-à-dire le ministère des Affaires étrangères français. Et puis j'ai parlé à Alain Juppé, dont tout le monde savait qu'il serait candidat à la présidence de la République, et qui m'a dit en gros, gentiment mais fermement, que je serais ravi que je participe à sa campagne, mais que évidemment je ne pourrais pas le faire depuis l'étranger. Donc on a décidé, ce qui était tout à fait aventureux, enfin on s'en est aperçu plus tard, de rentrer en France pour participer à cette campagne électorale. Ce n'était pas évidemment la seule raison, il y avait aussi des raisons familiales, des raisons professionnelles pour mon épouse, etc. Pourquoi je suis rentré? Par fidélité pour Alain Juppé, avec lequel j'ai beaucoup travaillé, et pour lequel j'ai vraiment une réelle estime, ce qui en politique est relativement rare, d'avoir de l'estime pour les gens pour lesquels on travaille, ce n'est pas toujours le cas. Et puis aussi parce qu'il avait une intuition très forte qui rejoignait mon intuition personnelle depuis des années. L'intuition que le clivage traditionnel, bicentenaire, plus que bicentenaire, entre la gauche et la droite, était non pas dépassé, mais plus adapté au temps, plus adapté aux enjeux, et plus adapté à la façon dont un pays moderne doit fonctionner, surtout un pays moderne comme la France, qui a beaucoup de caractéristiques assez archaïques d'une certaine façon, et qui devrait se réformer relativement vite pour pouvoir continuer à peser dans le monde actuel. Et cette intuition-là, il l'avait. Il considérait de lui-même qu'il n'était plus ni de droite ni de gauche, même s'il était, certainement pas de gauche, mais pas de droite non plus, même s'il avait fait toute sa carrière à la droite de l'échiquier politique. Et il avait théorisé ça sous la forme d'une sorte de slogan politique, sur lequel je reviendrai tout à l'heure, qui est l'identité heureuse. Retrouver une identité heureuse à la France, et non pas une identité malheureuse, comme celle à laquelle on assiste depuis quelques années. Et puis, la troisième raison, c'était que, à cette époque-là, Alain Juppé faisait véritablement figure de favori à non seulement la primaire de la droite et du centre, mais à l'élection présidentielle. La plupart des gens pensaient, au fond, et c'est toujours grave quand on pense ça de vous en politique, la plupart des gens pensaient, ça va être Alain Juppé le prochain président de la République, c'est déjà écrit d'une certaine manière. Depuis 25 ans, tous ceux qui, un an avant, étaient désignés comme futurs présidents de la République ont perdu. C'est 100%. C'est tout à fait... ça ne rate pas. Et donc, quand on est le favori, il faut plutôt s'inquiéter quand on est le favori trop tôt, il faut plutôt s'inquiéter qu'autre chose. C'est donc cette campagne que je vais vous raconter. Une campagne intéressante aussi parce que pour la première fois, elle a été précédée non seulement à gauche, comme en 2011, mais aussi à droite, d'une primaire. Empruntée, bien entendu, enfin, vous connaissez ça par cœur, aux primaires à l'américaine, entre les démocrates d'un côté et les républicains de l'autre. Alors à gauche, ça n'avait pas posé réellement de problème, parce que la culture de la gauche est plutôt participative. Il n'y a pas de culte du chef à gauche, sauf un peu à l'extrême gauche, mais en tout cas pas du tout dans le Parti Socialiste. Mais à droite, la greffe n'était pas évidente. Je vous rappellerai ce que disait Jacques Chirac, ancien président de la République, sa phrase traditionnelle, c'était « un chef, c'est fait pour cheffer ». Il y a un chef, tout le monde doit suivre le chef, et le chef, si je puis dire. Le chef CHEF, chef CHE, 2FE. Et pourtant, la droite a fait cette primaire, et beaucoup à l'instigation d'Alain Juppé lui-même, qui a été le plus ardent défenseur de la primaire à droite. Alors, qui est Alain Juppé? Je vais vous le présenter, si ça marche. Voilà. Alain Juppé, ça c'est en 1995.
Et naturellement, à gauche, là c'est Jacques Chirac, qui était candidat pour la première fois à l'élection présidentielle, et le gimmick, comme on dit en français moderne, qui s'était choisi, c'était la pomme. C'était devenu une espèce d'objet fétiche de la campagne. Et Jacques Chirac, à cette époque, disait d'Alain Juppé, qui avait été son secrétaire général du parti politique qu'il animait, dont il était le président, et qui ensuite allait devenir son Premier ministre, lors de son élection comme président, qu'Alain Juppé était, je cite, le meilleur d'entre nous. C'est la réputation qu'a toujours eu Juppé. C'est ce qu'on appelle en français un fort en thème. Je ne sais pas si vous connaissez cette expression. C'est qu'un fort en thème latin ou en thème grec, c'est quelqu'un qui sait tout sur tout, quelqu'un qui a une mémoire d'éléphant, quelqu'un qui peut lire une fiche et la réciter ensuite, et en plus y apporter évidemment du sens. Donc c'était le meilleur d'entre nous. Il était, 20 ans après cette photo, devenu, au fond, le sage de la politique française. La plupart de mes amis du centre et de la gauche, au fond, s'étaient déjà habitués, accoutumés à se dire qu'ils allaient voter pour Alain Juppé à la présidentielle, parce qu'on considérait que c'était effectivement le meilleur dans la situation dans laquelle la France était à l'époque. Il avait deux qualités par rapport aux par rapport à Nicolas Sarkozy et à François Hollande. Il était réellement, et il est toujours, Dieu soit loué, réellement normal. Vous savez que François Hollande, en 2012, avait fait toute sa campagne sur l'idée d'un président normal, parce que Sarkozy était un président anormal. Et effectivement, je ne sais pas si vous connaissez cet épisode, le président Sarkozy était, comment dirais-je, un peu nature. Je vais vous montrer. Alors, quand je passe sur... voilà, ça dure 45 secondes, mais c'est 45 secondes qui valent la peine. C'est l'arrivée du président Sarkozy, nouvellement élu, au Salon de l'Agriculture. Bonjour. Merci. Bonjour. Écoutez bien. Ah non, je suis pas. Salut, casse-toi là. Alors, je ne traduirai pas. Je pense que vous avez compris le sens de la parole présidentielle. Ça, les Français n'en voulaient plus. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils n'ont pas réélu Nicolas Sarkozy. Mais, et Alain Juppé était, d'une certaine manière, et est toujours l'antithèse de Nicolas Sarkozy. Mais il ne voulait plus non plus de l'autre président, celui qui allait succéder à Nicolas Sarkozy, François Hollande, qui n'a jamais, au fond, malgré ses qualités humaines réelles, son intelligence incontestable, sa connaissance des dossiers parfaite, qui n'a jamais réussi à se hausser au niveau nécessaire qui est celui du président de la République. François Hollande, pendant tout son quinquennat, a été le président qui regarde dans le mauvais sens. Alors l'histoire est un peu plus compliquée que ça en réalité. Elle s'explique parce son attention a été attirée ailleurs, mais elle a été instantanément publiée et republiée en France des milliers de fois parce qu'on avait en chair et en os en quelque sorte un président qui n'est pas là où il faut être, qui littéralement ne regarde pas dans le bon sens. Et le pauvre François Hollande, je dis pauvre François Hollande parce que moi j'ai travaillé avec lui comme ambassadeur et j'ai plutôt trouvé que c'était un homme remarquable. Le pauvre François Hollande a très rapidement été ridiculisé par les Français qui lui ont donné ce surnom de Flamby. Alors les enfants français connaissent tous Flamby, c'est un flan pas très bon d'ailleurs industriel qui est un peu comme la jelly américaine. Il y a un peu mollasson, sans consistance, n'ayant pas la fermeté nécessaire pour un bon dessert ou pour un bon président de la République.
Et là aussi, Juppé, tout le monde lui reconnaissait l'autorité incontestable de l'homme d'État, du chef, et puis aussi de la personne qui pouvait, parce qu'il avait appris de ses propres erreurs lorsqu'il était Premier ministre, où ça s'était très mal passé, qui pouvait réformer la France de façon intelligente et aussi peu polémique que possible. Et effectivement, vous voyez ce sondage de mars 2016, avant la campagne de la primaire, Juppé est extrêmement favori par rapport à tous les autres candidats. Je vous ferai remarquer qu'il y a ici deux femmes, Nadine Morano et Nathalie Kosciusko-Morizet. En réalité, Nadine Morano n'a pas pu se présenter, et seule Nathalie Kosciusko-Morizet, à droite, a été en mesure de se présenter. Donc il y avait 11 de mémoire candidats, et une femme seulement. Une femme qui a pu se présenter, d'ailleurs grâce aux efforts d'Alain Juppé, qui voulait absolument qu'il y ait au moins une femme, donc qui va faciliter l'accession à la primaire. Donc, Juppé était le grandissime favori. Tout avait bien commencé. Et nous, enfin moi, je suis rentré en septembre 2016, donc 6 mois après ce sondage. Et je suis rentré pour faire ce que j'ai souvent fait pour des hommes politiques, c'est-à-dire pour faire l'ensemble des langages de la prise de parole d'Alain Juppé. C'était assez nécessaire parce que je ne dis pas que j'ai réussi, mais honnêtement, ça ne marchait pas. Il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. Ces discours étaient très technocratiques, passaient assez mal la rampe, et au fond, Juppé était populaire parce qu'on l'entendait assez peu, d'une certaine façon. Il parlait très peu. Il était déjà dans une position de surplomb par rapport aux autres. Mais là, la campagne de la primaire commençait, et il fallait vraiment mettre la 4e vitesse et essayer d'aller plus fort qu'auparavant. Octobre 2016, le directeur de campagne d'Alain Juppé, qui est un très bon ami, qui est là, l'homme de l'ombre, l'âme damnée aussi, d'Alain Juppé, s'appelle Gilles Boyer, qui d'ailleurs a écrit plusieurs livres, et dont un livre sur cette campagne de la primaire, commence à s'inquiéter véritablement parce que Juppé, disait-il, est trop haut, trop tôt. C'était son expression. Et il était effectivement très très haut, mais il y avait encore 3 mois de campagne primaire de la droite à passer. Et objectivement, l'intuition qu'avait eu Juppé au départ, dont je vous ai parlé, l'intuition que le clivage droite-gauche était dépassé, commençait à patiner un petit peu. Pourquoi ? Parce que Juppé a commis une erreur classique, qui est qu'il a fait une campagne de primaire comme si c'était une campagne de second tour de présidentielle. C'est-à-dire qu'il a fait une campagne, au fond, très centriste, voire centre-gauche, alors qu'il aurait dû, c'est pas un jugement moral, c'est un jugement politique, alors qu'il aurait dû plutôt faire une campagne plus à droite. Le problème, c'est que la campagne plus à droite ne correspondait pas à son image, ni d'ailleurs à ce qu'il pensait réellement. Et donc, les choses se sont retournées contre lui progressivement, et notamment ce concept, qui était pourtant un concept intelligent, d'identité heureuse. Vous allez voir ça. Quand Juppé l'explique, ça dure 1 minute 22, on trouve ça très convaincant. Y a-t-il une identité heureuse quand les règles de la République sont bafouées? C'est ce que vous dit Nicolas Sarkozy. Et alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Quelle identité heureuse quand une partie de la France doute, se referme sur elle-même, ne boucle pas ses fins de mois, se sent déclassée et même épuisée? Eh bien, Monsieur Bourdin, je refuse d'en rajouter là-dessus. Bien sûr que la France souffre aujourd'hui, et j'en ai parfaitement conscience. Je suis un élu local depuis des années et des années. Moi, je suis sur le terrain. Je suis au contact des Françaises et des Français. Quand j'ai dit l'autre jour 2 chiffres, oui, 24 et 7. 24, c'est le taux de chômage des jeunes de moins de 25 ans en France. 7, c'est le taux de chômage des jeunes de moins de 25 ans en Allemagne. Donc je vois bien que la France souffre. Mais qu'est-ce que je vais dire aux Français? Vous allez souffrir davantage demain?
Ça sera pire demain qu'aujourd'hui. Il n'y a aucune espérance. Mon message, c'est le message de l'espérance. Et c'est ça l'identité heureuse. Oui, la France peut redevenir puissante en reconstruisant une économie de croissance et de plein emploi. Oui, la France peut redevenir fière d'elle-même. Alors qu'aujourd'hui, les Français de l'étranger, ils ne sont pas fiers de la France et de l'image qu'elle donne à cause du quinquennat de M. Hollande. Voilà ce que c'est que l'identité heureuse. Vous voyez que j'y crois, et je crois profondément que les Français, si on fait les réformes nécessaires, peuvent retrouver le bonheur de vivre ensemble. Sans ça, c'est la guerre civile. Ben oui, parce que je crois à ce que je dis. Voilà, oui, je le dis, parce que je le crois. Voilà. Ça, c'est le teaser pour tout à l'heure. On aura Emmanuel Macron. Donc, vous voyez, c'est effectivement très convaincant, tout ça. Il a raison, naturellement. La réconciliation des deux France, la France qui marche, la France qui ne marche pas, elle est non seulement, on ne sait pas si elle est possible, mais en tout cas, elle est tout à fait nécessaire pour faire société et pour faire en sorte que les choses avancent. Simplement, encore une fois, il a oublié, enfin, il n'a pas oublié, mais il était déjà trop tard, il a mésestimé le fait qu'on était dans une campagne de primaire. Et dans une primaire, le défaut de la primaire, c'est que c'est toujours les plus latéralisés, à droite ou à gauche, qui s'expriment et qui vont voter. Et ça, il l'avait oublié. Cela dit, au tout début, enfin là c'est un sondage, je crois, d'octobre, donc un mois et demi avant la primaire elle-même, tout le monde reconnaît que Juppé est le meilleur. Ça, c'est le premier débat. Il y a eu plusieurs débats de la primaire à la télévision qui ont rassemblé des millions de Français. Il y avait un réel intérêt pour la primaire de la droite et du centre. Et vous voyez, il est quand même très en avance sur l'ensemble des autres candidats, notamment sur Nicolas Sarkozy, ici, mais aussi sur et encore plus, sur François Fillon et Bruno Le Maire. À cette époque-là, François Fillon, dont je vais beaucoup reparler après, n'était même pas sûr d'être le troisième homme de la primaire. Et ça, c'est un mois et demi avant le vote. Donc, très peu de temps avant le vote. Mais il comprend, Juppé, qu'il faut quand même essayer de donner quelques marqueurs à la droite, de faire un peu plus à droite. Je me rappelle, à l'époque, on en discutait beaucoup avec Rachel, qui avait raison de me dire qu'on allait dans le mur. Je me rappelle très bien, moi je n'étais pas convaincu, j'avais tort, mais elle avait raison. J'en discutais aussi beaucoup avec des amis professeurs d'université, politologues, dont je tairai le nom ce soir, et qui avaient la même analyse que Rachel, et qui avaient eux aussi raison, et moi tort. Mais j'étais quand même pas totalement dans ma bulle, et donc j'ai essayé d'aider Juppé à se droitiser. Ce qui n'est pas facile pour moi, parce que j'ai jamais été réputé pour être quelqu'un qui à la droite de l'échiquier politique. Enfin, on essayait quand même de mettre quelques marqueurs de droite sur la sécurité, sur le contrôle de l'immigration, des choses comme ça. Et systématiquement, Juppé coupait tout ça dans les discours, mais systématiquement, parce qu'il voulait rester sur sa conviction très honorable, qui est qu'il fallait gagner cette élection au centre. Un autre homme, à ce moment-là, est arrivé dans le débat, c'est François Fillon, qui a prononcé dès le 28 août 2016, lors de sa rentrée, cette phrase qui est devenue célèbre, mais qui lui est finalement revenue après comme un boomerang, vous allez le voir, qui imagine De Gaulle mis en examen. Alors là, il faut évidemment connaître les arcanes de la vie politique française pour comprendre. De Gaulle, c'est le général de Gaulle, premier président de la Ve République, dont personne, effectivement, ne peut jamais imaginer qu'il soit mis en examen, c'est-à-dire, dans l'ancien langage, inculpé, c'est-à-dire placé sous le contrôle d'un juge d'instruction. Et qui visait, François Fillon à l'époque, Nicolas Sarkozy, qui était candidat à la primaire et qui, effectivement, avait été mis en examen de multiples fois pour de multiples affaires. Donc Fillon tapait extrêmement fort sur Nicolas Sarkozy. Et il a eu raison de le faire, d'un point de vue politique, là encore, parce que, en réalité, le message de Nicolas Sarkozy, très dur sur l'immigration, très dur sur la sécurité, très volontariste sur la suppression des fonctionnaires, enfin la suppression pas physique, je vous rassure, du nombre de fonctionnaires. Tout ça, ce discours-là plaisait aux gens de droite qui allaient se déplacer à la primaire. Le problème, c'était Sarkozy lui-même. Le problème, c'était pas le message, c'était l'émetteur. Et donc Fillon a compris, un peu intuitivement, je crois, qu'il fallait
portaient le même message et qu'il y avait un coup à jouer en portant ce message pour faire plus sarkozyste que Sarkozy d'une certaine façon et de façon plus acceptable pour les électeurs. Fillon est un homme pour lequel j'ai beaucoup d'estime. C'est une espèce, comme on dit en français, de gendre idéal. Toujours très bien habillé, comme vous allez le voir ici. Alors ça, cette veste, on y reviendra, mais elle a une histoire. Elle a un prix aussi, à tous les sens du terme. C'est une veste de la maison Arnis. Arnis fait du sur-mesure, assez chic, décontracté. Et l'image de François Fillon était très forte dans la France traditionnelle de droite, la France de la province, la France des notables ou petits notables, la France des petits chefs d'entreprise, la France des notaires, la France des médecins, etc., etc. Il rassure, il est bonhomme, il est, d'une certaine façon, on n'a jamais traduit le mot, qui est un mot anglais, c'est un parfait gentleman farmer. Il a aussi la chance d'être affublé d'une épouse idéale, Pénélope. Pénélope Fillon, qui est ici, qui n'est pas la plus drôle des femmes, mais qui est extrêmement rigoureuse, droite, sympathique, etc., etc. Elle est galloise, Pénélope, mais galloise catholique. Donc ça fait partie de ces Anglais catholiques qui, vous le savez, sont une minorité spécifique en Angleterre. Donc c'est le couple parfait en quelque sorte, et qui se met en scène comme couple. Alors que Juppé, lui, refusait de mêler sa famille à la politique de plus en plus. Je n'ai jamais vu sa femme Isabelle dans la campagne. Et en plus, Fillon avait une image de dynamisme, puisqu'il adore les courses de voitures, surtout des voitures anciennes. Ça, c'est donc François Fillon, et ça, c'est vraiment François Hollande. Un jour où il a été pris par déjà président de la République, où il a été pris en photo par un paparazzi, avec son casque de scooter, ce qui, encore une fois, pour un président de la République, n'était pas génial. Pour la petite histoire, cette marque de casque a vu ses ventes multipliées par 300 quelques jours, après ils ont été en rupture de stock, quelques jours après la publication de la photo. Donc Fillon apparaît tout d'un coup de plus en plus comme une alternative crédible. Et en plus, à droite, et surtout à l'extrême droite, il y a toute ce qu'on appelle la fachosphère, la sphère des fachos, c'est-à-dire la droite de la droite, l'extrême droite réactionnaire, et souvent intégriste, religieusement, qui a fait activement campagne contre Alain Juppé. De façon, en se servant des réseaux sociaux, de Twitter, de Facebook, et en faisant d'Alain Juppé, au fond, le suppôt de l'islamisme, ce qui évidemment n'a aucun sens, c'est totalement absurde, c'est de la pure diffamation. Mais hélas, ça finit par infuser dans l'esprit des gens, avec par exemple ce genre d'affiche. Vous imaginez quand même, c'est évidemment pénalement répréhensible ça, dans la loi française. Mais sur les réseaux sociaux, personne ne sait qui a fait le montage, etc. Et ça, on l'avait accusé de vouloir construire à Bordeaux, dont il est maire, toujours aujourd'hui, la plus grande mosquée de France. Et ça, pour la droite, la construction d'une mosquée, c'est quelque chose d'impardonnable. Hein. N'oubliez jamais que les tensions en France avec l'ensemble du monde dit musulman, qui n'est pas d'ailleurs forcément musulman, mais d'origine maghrébine, sont extrêmement fortes, et notamment avec la droite et l'extrême droite. Et sur les réseaux sociaux, mais aussi dans des tas d'articles de journaux, ce type de titre fleurissait pendant toute la fin de la campagne. Vous voyez ça? Le nazislamisme des frères musulmans, c'est un discours qui, pendant toute la fin de la campagne, a été répété, diffusé sur les réseaux sociaux à des centaines de milliers de fois pour discréditer Alain Juppé. Alors il se trouve que Juppé, effectivement, est assez de l'estime et de l'amitié pour Tarek Obrou, qui est l'imam, et non pas le rabbin, l'imam de Bordeaux, et qui est quelqu'un de très honorable, et il ne s'en est d'ailleurs jamais caché, mais des tas de gens ont essayé de discréditer Tarek Obrou
et à travers lui, Alain Juppé. Et ça a fait vraiment énormément de mal. Je me souviens de tas de réunions avec Juppé, où il nous disait, mais écoutez, vous êtes bien gentil de me dire qu'il faut essayer de redresser la barre, mais qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? Qu'on puisse me soupçonner d'être un islamiste est tellement grotesque et ridicule qu'il vaut mieux traiter ça par le mépris. Malheureusement, ça a eu un effet réel. Et ça, c'est le dernier débat. Je vous rappelle, le premier débat, Juppé était très en avance. Et le dernier débat, ça y est, François Fillon a pris le leadership et le candidat le plus convaincant. Alors, ils sont à égalité dans l'ensemble des téléspectateurs, mais sur les sympathisants de la droite et du centre, il écrase littéralement à 14 points Alain Juppé. Et encore plus, enfin non, oui, encore plus, Nicolas Sarkozy. Enfin, Sarkozy d'ailleurs légèrement plus haut chez les vrais sympathisants de la droite. On commence donc, mais à quelques jours de l'élection, à penser qu'il peut se passer quelque chose de vraiment totalement inattendu. Et c'est ce qui se passe. Hop. Avec le premier tour de la primaire, où François Fillon arrive très largement en tête. Il y a 3 hommes de tête, Fillon, Juppé, Sarkozy, et vous voyez que Fillon a plus de 15 points d'avance sur Juppé. Le corps électoral potentiel, c'est tous les Français en âge de voter. Évidemment, c'est la primaire de la droite et du centre, donc il fallait pour y participer signer un papier disant « je partage les valeurs de la droite et du centre », ce qui n'est pas ce que certaines personnes ne peuvent pas faire, mais ce qui n'est pas non plus très engageant. Résultat, il y a eu 4,4 millions de Français qui ont voté. 4,4 millions. Au premier tour, au second tour, même un tout petit peu plus, et au second tour, Juppé est sorti en Fillon, c'est le regret qui parle, Fillon est sorti en tête avec 66% des voix sur 4,5 millions de votants, ça fait à peu près 3 millions de personnes. C'est énorme. Quand vous êtes supporté par 3 millions d'électeurs, vous changez de dimension. Vous devenez d'un coup l'élu, d'une certaine façon. Alors l'élu d'une partie de la population, mais 3 millions de personnes, c'est énorme. Et ça va expliquer beaucoup des malheurs de François Fillon et de la droite et du centre après. Juste après cette élection, mois de décembre, Alain Juppé, qui est toujours très beau joueur, fair play, demande à tous ceux qui l'ont aidé durant la primaire, enfin, non pas demande, parce qu'il ne demande jamais, mais suggère à tous ceux qui l'ont aidé à la primaire que peut-être il ne serait pas absurde d'aller voir du côté de François Fillon pour voir si on peut l'aider. Puisqu'après tout, il est le vainqueur, il a gagné. Il le fait vraiment à cause de son côté bon joueur, parce que objectivement, le programme de Fillon ne lui plaisait pas du tout. C'était en réalité un programme extrêmement, enfin, pour le coup vraiment libéral, assez droitier, assez antifonctionnaire, très axé sur les questions de sécurité et d'immigration, et en plus imposant des sacrifices aux Français qui étaient considérables, notamment en matière de santé. Or, comme vous le savez, l'électorat de droite est plus âgé que la moyenne, et les questions de santé, ça le préoccupe plus que la moyenne de l'électorat. Et le problème, c'est que personne n'avait lu le programme de Fillon, personne, avant la primaire, en réalité. Moi non plus, d'ailleurs. J'ai eu bien tort, enfin, j'avais lu les grands titres, mais je n'étais pas plongé dedans. Et donc, je suis effectivement allé au QG, au quartier général de la campagne de François Fillon, pour voir si je pouvais aider. Et c'était des moments assez surréalistes, parce qu'en vérité, il ne s'attendait pas du tout à gagner. Donc vous aviez un QG de 2500 mètres carrés, énorme, ça fait 7000 pieds, hein, carrés, de 8000 même, totalement vide, mais totalement vide. Il y avait 3 personnes qui se regardaient comme ça, les historiques fillonistes, et puis nous, les juppéistes, qui sommes arrivés. Bon, on a essayé de faire en sorte que tout ça se peuple un petit peu et devienne plus dynamique. Mais le premier mois a été totalement surréaliste. Et moi, j'étais chargé de m'occuper du programme, que je n'avais pas lu, je vous le rappelle, en détail, de façon à le rendre plus comestible
pour un électorat qui maintenant n'était plus seulement l'électorat de la droite et du centre, mais tous les Français. Il fallait vraiment trouver les moyens de s'adresser à tout le monde, et pas seulement à une frange de l'électorat. Et c'était quand même pas très simple, c'était même assez difficile, parce que pour la première fois, ça rejoint un peu la discussion qu'on a eue avec Pascal Perrineau mardi, pour la première fois, ce programme n'avait pas été écrit par des militants, n'avait pas été écrit par des responsables politiques, n'avait pas été écrit par des universitaires ou des intellectuels, n'avait même pas été écrit par des technocrates, par des hauts fonctionnaires, mais avait été écrit par l'ancien président de McKinsey en France. Ça, beaucoup de gens ne le savent pas, mais le programme de Fillon, entièrement, a été écrit par, au fond, l'ancien responsable, d'ailleurs quelqu'un de très honorable, d'une société de conseil. Et ça donnait donc une coloration à ce programme qui était très particulière. C'était un programme qu'on pouvait vendre sans aucun problème sous format PowerPoint à une assemblée de chefs d'entreprise. On était sûr d'avoir des applaudissements. Mais vendre ça à 45 millions de Français, c'était beaucoup plus compliqué. Et on a vu dès ce moment-là, donc dès le début, fin décembre, début janvier 2017, fin décembre 2016, début janvier 2017, les intentions de vote pour François Fillon commençaient à baisser. Alors je ne sais pas si ça aurait été récupérable, peut-être, sans doute même, parce que cette élection était l'élection imperdable pour la droite. Personne ne pouvait imaginer, à droite comme à gauche d'ailleurs, que la droite allait perdre, la droite et le centre, enfin, le centre, c'est compliqué, allait perdre cette élection-là. Mais enfin, il y avait une tendance qui n'était pas très bonne pour Fillon. Et puis de toute façon, la question ne s'est pas posée, parce que... Voilà. Le Canard enchaîné est une institution en France. Tout le monde l'achète, enfin beaucoup de gens l'achètent le mercredi matin. Quand on est en cabinet ministériel ou à l'Élysée, on le reçoit le mardi vers 15h à peu près. Évidemment, on l'ouvre instantanément, on regarde ce qui se passe, etc., etc. Et ça donne le là de la politique française. C'est un journal satirique qui essaye toujours de trouver les choses les plus polémiques, mais qui, à ma connaissance, a gagné tous ses procès. La plupart du temps, ils font très attention à ce qu'ils disent, et donc quand c'est dans le Canard enchaîné, les gens ont tendance à le croire. Et ça a été le cas cette fois-ci. En gros, cette histoire est une histoire classique en politique. François Fillon a été accusé d'avoir offert une sorte d'emploi fictif à son épouse comme attaché parlementaire. Chaque député en France a une certaine somme dont il fait ce qu'il veut, qui n'est contrôlé par personne, parce qu'il y a la séparation entre l'exécutif et le législatif, et que le Parlement est une sorte de boîte noire, en quelque sorte, et dont il dispose pour recruter quelqu'un, plusieurs personnes, qui vont l'aider dans son travail de parlementaire. Et il se trouve que François Fillon a recruté Pénélope Fillon, son épouse, et que personne, jusqu'ici, n'a réussi à trouver de traces du travail de Pénélope Fillon. Il n'y avait pas de traces, de rien. Fillon s'est défendu, a dit mais si, elle a travaillé, ça a été mon assistante parlementaire depuis des années, mais le problème c'est que partout où on allait, les gens vous disaient, y compris aux journalistes, ah ben non, on n'a jamais vu Pénélope Fillon, ah non, on ne savait pas qu'elle travaillait pour François Fillon, etc., etc. Donc c'était assez catastrophique, ce d'autant qu'au fur et à mesure des révélations distillées chaque semaine par le Canard enchaîné, on s'est aperçu que les enfants de François Fillon avaient aussi été ses attachés parlementaires. Seul le chien de la maison ne l'avait pas été, mais à part lui, tout le monde avait participé au travail parlementaire. D'où le titre du Canard qui est polysémique, hein, comme vous voyez. Mais puisque je vous dis que Pénélope n'a rien fait. Ne rien faire en français, ça veut dire à la fois ne pas travailler, mais c'est aussi ne rien faire de répréhensible, comme vous le savez, bien sûr. Mais on parle quand même de sommes considérables, puisque en tout, c'est sur évidemment, non seulement plusieurs années, mais plus de 10 ans, en tout c'est près de 900 000 € qui seraient en cause dans cette affaire, avec en plus d'autres révélations qui ont suivi sur des articles que Pénélope Fillon aurait écrits ou pas, mais en tout cas très très bien payés pour une revue appartenant à l'un des meilleurs amis de François Fillon, l'un des plus riches français d'ailleurs, etc., etc. Donc, à cette époque-là,
déjà, pour des centaines de milliers de milliers de Français du centre qui peuvent voter à droite ou à gauche, la candidature de François Fillon était extrêmement fragilisée, pour ne pas dire très sérieusement ensablée. Et pour réagir à ça, François Fillon s'est tourné, consciemment ou pas, mais je ne suis pas sûr qu'il ait eu beaucoup d'autres choix, vers non plus la fachosphère dont je vous ai parlé tout à l'heure, avec laquelle il n'a jamais eu aucun rapport, mais vers ce qu'on appelle en France la cathosphère. La cathosphère, elle est apparue d'une certaine... Elle a toujours existé, naturellement, mais elle est la sphère catholique. Elle est apparue en particulier en 2012 autour des grandes manifestations contre le mariage pour tous, et qui était une des promesses de campagne de François Hollande et qui a été promulguée dès son accession au pouvoir. Et ça a été une prise de conscience politique pour un très grand nombre de Français catholiques qu'on ne voit jamais, pas des gens qui manifestent en règle générale, et ils se sont retrouvés dans ce qu'on appelait la manif pour tous, la manifestation pour tous, et ont commencé à faire une espèce d'embryon de parti politique ou d'association politique qui, lorsque la présidentielle de 2017 est arrivée, a dû se choisir son candidat, et elle a choisi François Fillon. Elle est animée, cette association qui s'appelle Sens commun, par Madeleine de Gessé, qui est une femme extrêmement sympathique par ailleurs, qui a beaucoup de présence médiatique, mais qui n'est pas extraordinairement progressiste. Comme ça. Résultat, et on s'est aperçu d'ailleurs que Sens commun, en fait, avait soutenu François Fillon, même avant, pendant la primaire, de façon tout à fait claire. Et évidemment, l'irruption de cette association ultra-catholique, d'une certaine façon, dans le débat politique, a continué d'éroder le capital de vote, de voix de François Fillon, parce que derrière cette association, il y a non seulement l'opposition au mariage pour tous, mais il peut y avoir des évolutions encore plus dommageables liées au droit à l'avortement ou à ce type d'acquis fondamentaux, notamment des femmes et des hommes. Résultat, vous voyez là le sondage, il est, je ne me rappelle plus exactement, voilà, sondage de février 2017, après donc les révélations du Canard enchaîné, et après les premières inquiétudes sur le programme de François Fillon. Dès février, alors que l'élection a lieu fin avril, on commence à parler de la possibilité pour Fillon de ne pas être au second tour de la présidentielle. Et ça, c'est un séisme en France, parce que depuis le début de la Ve République, la droite a toujours été présente au second tour. Elle n'a pas toujours gagné, évidemment, heureusement, parce qu'il faut une alternance, mais elle a toujours été présente au second tour. Et donc là, on commence vraiment à sentir dans les états-majors politiques à droite une inquiétude réelle. À tel point qu'on commence à parler d'un plan B, qui en l'occurrence est un plan B comme Juppé. Juppé, le retour. Début mars, on nous demande à 4 personnes, dont votre serviteur, à tout hasard, dans le week-end, d'écrire un projet de déclaration de candidature pour Alain Juppé. Alors on passe évidemment, comme vous l'imaginez, pour ceux qui ont fait ce métier, vous le savez bien, on passe un week-end assez fébrile à rédiger cette entrée de candidature, en pensant que ça y est, Fillon va partir, va être obligé d'abandonner, et que Juppé va revenir et donc remettre son camp politique dans la course. Le problème, c'est que dans le même temps, ce même week-end, François Fillon organise, enfin surtout son directeur de campagne à l'époque d'ailleurs, organise une grosse manifestation, place du Trocadéro à Paris, qui se révèle être un véritable succès. Il n'y avait pas eu de manifestation de droite,
de cette ampleur depuis les manifestations contre mai 68, 40 ans auparavant, ou la manifestation pour l'école libre, c'est-à-dire pour l'école libre. En France, c'est l'école qui n'est pas publique, c'est l'école notamment confessionnelle, religieuse. Et donc c'est vraiment un événement assez considérable. Alors, le candidat Fillon a un peu exagéré les chiffres, il parlait de 200 000, 300 000 personnes, il y avait certainement moins de monde, mais il a quand même réussi à faire en sorte que la place du Trocadéro, qui est une immense place à Paris, hein, devant le musée de l'Homme que vous voyez, et le musée de la Marine que vous voyez ici, a réussi à rassembler une force considérable, ce qui fait que à la fin du week-end, on pouvait ranger notre déclaration de candidature parce que Juppé avait décidé de ne pas y aller. Il y a eu aussi, je l'ai appris après, des conversations téléphoniques très intenses ce week-end-là entre Alain Juppé, Nicolas Sarkozy, Alain Juppé et François Fillon, et Nicolas Sarkozy et François Fillon. Et au fond, François Fillon n'a pas dit toute la vérité, ni à Alain Juppé, ni à Nicolas Sarkozy. À Sarkozy, il disait « si tu veux, j'arrête ». Et ensuite, il avait Juppé au téléphone, il me disait « écoute, Sarkozy m'a dit qu'il fallait que tu ne te soutiendrais pas, donc tu vois bien, je suis obligé d'y aller. » Ça fait partie des jeux politiques classiques, hein, il n'y a rien de répréhensible à cela. Et toujours est-il que Juppé a décidé de ne pas y aller. Et dès ce moment-là, on savait tous que c'était la Bérésina, c'est-à-dire la catastrophe annoncée, qui est assez bien résumée, je trouve, dans cette photo qui a été prise un tout petit peu après, place du Trocadéro, et que voici. C'est ça qui va se passer. Le bateau prend l'eau, et Fillon, stoïque, droit dans ses bottes, va, entouré de ses plus fidèles, vers une défaite à peu près certaine. Il essaye pourtant de réagir parce qu'on peut... Moi, je continue à avoir de l'estime pour François Fillon. Si je mets de côté les choses dont je vous ai parlé tout à l'heure, quand j'étais à son cabinet dans le milieu des années 2000, quand il était ministre de l'Éducation nationale, je considérais que c'était un homme d'État. Je considère toujours que c'était un homme d'État qui menait les affaires de l'État avec honnêteté et rigueur. Mais il s'est au fond entêté dans cette campagne qu'il ne pouvait pas gagner. Il s'est entêté d'abord, je crois, à cause de l'onction du suffrage universel, de ces 3 millions de voix qui s'étaient portées sur son nom. Et puis il s'est peut-être entêté un petit peu aussi, parce que quand on est élu président de la République, on a pendant 5 ans plus rien à craindre des juges, ce qui est un point évidemment très important. Ça, c'était l'affiche présidentielle de François Fillon avant l'affaire. Le courage, la vérité. Elle est devenue assez difficile à porter, enfin ce slogan est devenu assez difficile à porter évidemment après l'affaire. Le courage de la vérité, courage personne n'en doute, la vérité c'était plus complexe, et donc il a changé, ce qui est rarissime, hein. On ne fait jamais ça, enfin on peut changer de slogan entre 2 tours, mais jamais avant un premier tour quand on a un slogan, quand on a édité des centaines de milliers d'affiches comme c'était le cas. Il a donc changé son affiche, une volonté pour la France. Et c'est Anne Méot, qui est, comme on dit, la grande prêtresse de la communication politique en France, qui lui a suggéré ce slogan, qui n'était pas un mauvais slogan, parce que, objectivement, la seule chose qui restait à Fillon, c'était la volonté. Pour ne pas dire l'entêtement, ou l'obstination. Mais ça, personne ne pouvait lui contester qu'il avait une volonté de faire, et objectivement, il avait un côté assez admirable d'une certaine manière, parce qu'il était attaqué de toutes parts, il tenait bon de façon stoïque. Mais naturellement, ça a été détourné instantanément, la fraude tranquille. Alors remarquez d'ailleurs, vous allez reconnaître ce billet, comme vous voyez, c'est pas des euros. Hein. Je ne m'explique pas pourquoi, mais ce ne sont pas des euros. C'est un internaute facétieux qui n'a pas dû trouver de main avec des euros et qui donc a cherché des dollars. Donc c'est devenu la fraude tranquille, c'est un détournement du slogan de François Mitterrand en 1988, qui était la force tranquille, et évidemment une volonté, ça se transforme en un vol éhonté pour la France, ou une volonté pour la fraude. Sur tous les murs de Paris, honnêtement, toutes les affiches de Fillon ont été détournées.
Il suffisait, si on reprend juste avant, il suffisait en gros, avec un marqueur tout bête noir, de barrer ça, et de barrer ça, et on avait un vol pour la France. Et toutes, enfin je ne sais pas comment c'était ailleurs qu'à Paris, mais en tout cas à Paris, toutes les affiches avaient été, ou presque, sauf peut-être dans certains quartiers du 16e arrondissement ou du 7e arrondissement qui sont très bourgeois, avaient été détournées comme ça. Et ça a donc ouvert un boulevard au troisième homme, ni de droite ni de gauche, ou et de droite et de gauche, qui est notre président de la République, Emmanuel Macron. C'est l'autre couple idéal. Emmanuel Macron avec son épouse Brigitte Macron, ou Brigitte, je crois qu'ils sont mariés, donc Brigitte Trogneux ou Macron, ça dépend des fois, qui tout d'un coup, profitant d'un concours de circonstances incroyables, le fait qu'Alain Juppé ait battu, ce que personne ne croyait, le fait que Fillon, alors qu'il avait remporté une victoire écrasante et plombé littéralement par les affaires, Macron, lui, ne fait aucune erreur, n'a aucune affaire, parce qu'il est tout jeune en politique, il n'a jamais été élu, il a exercé les responsabilités de ministre de l'économie pendant quelques mois, avant il était conseiller à la présidence de la République, c'est un homme totalement vierge, très jeune, puisqu'il a 39 ans, qui, grâce à son talent propre et à sa façon de faire de la politique, et aussi grâce au malheur des autres, tout d'un coup explose sur la scène politique française, même si beaucoup, à droite, mais en fait aussi à gauche, essayent, là encore, d'en faire l'héritier de François Hollande. Ça, c'est les fillonistes, hein, les jeunes fillonistes qui avaient fait cette affiche. Vous voyez, Connor va apprécier ça en connaisseur. C'est un Photoshop, en fait, du haut du visage de François Hollande et du bas du visage d'Emmanuel Macron, qui était présenté comme Emmanuel Hollande. Et c'est vrai que Macron le président de la République, n'a exercé de responsabilité qu'auprès de François Hollande, mais il a su exercer son droit de regard et son devoir d'inventaire. Et donc en réalité, très rapidement, les deux seuls opposants crédibles, les deux seuls qui pouvaient être au second tour, ce sont Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Ça, ce sont les affiches de premier et de second tour. Il n'y a pas tellement de différence, vous voyez, entre les deux affiches d'Emmanuel Macron. Il y a une différence considérable entre les deux affiches de Marine Le Pen, celle-ci en particulier a été énormément commentée. Première fois qu'à l'extrême droite, il y a des livres. Pour ceux qui pouvaient douter de la capacité de l'extrême droite à lire. Et puis la position qui est évidemment étrange, et ceci qui a été énormément commenté en France, pas toujours de façon très agréable, je dois le dire, avec évidemment le bleu France, qui est aussi le bleu France d'Emmanuel Macron. Pas de rouge hein, pour tout ça, rien du tout. C'est vraiment le bleu qui est traditionnellement plutôt une couleur de droite, qui est utilisé par les deux. Et de l'autre côté, à gauche, je vais quand même en parler un tout petit peu, ça ne va pas du tout. Il y a eu une primaire à laquelle ont participé beaucoup moins d'électeurs qu'à la primaire de la droite, mais quand même plus de 2 millions d'électeurs, ce qui n'est pas négligeable, et qui a désigné comme candidat à la présidence de la République Benoît Hamon, ancien ministre de l'Éducation nationale, qui était l'un de ceux qu'on a appelé pendant tout le quinquennat de François Hollande un frondeur. C'est-à-dire les gens qui mènent la fronde, qui sapaient la politique du gouvernement auquel ils appartenaient. Et c'est lui que les électeurs de gauche choisissent pour les représenter à la présidentielle. Alors c'est un homme extrêmement honorable, je trouve, qui a porté des vrais sujets, mais qui était un peu décalé par rapport aux attentes de la population. Par exemple, le revenu universel, qui est l'idée que chaque Française et chaque Français a droit à un revenu, quel que soit son statut, qu'il travaille ou qu'elle travaille ou pas. Le revenu universel, même si c'est une idée à laquelle on peut réfléchir, de façon intelligente, a tout de suite été ridiculisé très largement comme infaisable, trop cher, pas réaliste dans les conditions économiques actuelles.
De même aussi, il s'est focalisé sur des problèmes de société qui sont des vrais problèmes, mais qui ont beaucoup fait rire en réalité. Notamment son thème favori, c'était, alors je vous le dis avec l'accent de Benoît Hamon, le burn-out. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que le burn-out. Traduisez-le en anglais, enfin faites-le avec l'accent américain et vous comprendrez tout de suite. C'est une vraie question, le burn-out, évidemment. Mais quand dans un débat on ne parle plus que du burn-out, on a du mal à se faire passer pour un candidat à la présidence crédible. Et ce qui devait arriver arriva avec ses résultats. Les résultats du premier tour. Ces téléphones avec fil, c'est complètement archaïque. Voilà. Avec les résultats du premier tour. Pour la première fois dans l'histoire de la Ve République, la droite est éliminée dès le premier tour. Pour la seconde fois dans l'histoire de la République, la Ve République, l'extrême droite est au second tour. Vous savez que la fois précédente, c'était à Le Pen, c'était Jean-Marie Le Pen, en 2002. Et puis, il y a cet OVNI, ou OPNI, comme l'appelait Pascal, objet politique non identifié, qui est Emmanuel Macron, qui arrive en tête avec, en quatrième homme, Jean-Luc Mélenchon, qui a fait une campagne très à gauche. Il vient du PS, du Parti Socialiste, mais il a fait une campagne avec les communistes, extrêmement à gauche, et avec un talent réel, un talent d'orateur notamment réel, qui lui permet d'être en quatrième position, presque comme François Fillon. Alors, et puis, regardez le PS. C'était effarant. On peut même pas... François Fillon, dans les années, à la fin des années 2000, avait dit, attention, si nous faisons trop de bêtises, la droite va aller vers un 21 avril à l'envers. Le 21 avril, c'est le 21 avril 2002, le jour où Jean-Marie Le Pen est arrivé au second tour de la présidentielle. Et Fillon disait, avec beaucoup de sagesse, que ça pouvait très bien arriver à la droite. Mais là, c'est même pas un 21 avril à l'envers, en réalité. Parce que c'est un 21 avril total, c'est Armageddon. Parce que ni la droite, ni la gauche de gouvernement ne sont au second tour. Donc en quelques mois, profitant de son talent et des circonstances, Emmanuel Macron a laminé le vieux paysage politique, les vieux responsables politiques. Monsieur Hamon, même s'il est jeune, est un vieux responsable politique, il n'a jamais fait que de la politique de sa vie. Et il a quasiment détruit les deux grands partis qui se partageaient le pouvoir depuis 1958, sous des noms évidemment différents, que sont les Républicains, pour la droite classique, et le Parti Socialiste, pour la gauche de gouvernement. Voilà, j'ai presque fini, mais quand même je ne peux pas résister au plaisir un peu malsain, je reconnais, de vous montrer cette dame, Marine Le Pen. Ça c'est le débat d'entre-deux tours. Contrairement à Jacques Chirac en 2002, Emmanuel Macron a accepté un débat entre les deux tours de l'élection présidentielle avec son opposante de l'extrême droite, Marine Le Pen. Et il s'est passé quelque chose d'assez extraordinaire, au point que, pour notre part, on a réussi à regarder 25 minutes du débat, mais ensuite on est allé se coucher parce que c'était juste insupportable. Marine Le Pen a vraiment raté totalement son débat, et en quelques dizaines de minutes, elle a écrasé un capital de voix qu'elle avait mis, son père avait mis 30 ans à bâtir. Les Français se sont dit, y compris beaucoup de Français de droite qui auraient pu voter pour elle par dépit, parce qu'ils avaient un peu l'impression que l'élection leur avait été volée, et évidemment aussi beaucoup de Français d'extrême droite qui se sont dit, c'est pas possible, on ne peut pas mettre cette dame à l'Élysée, et vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Hop. Je les ai toujours respectés. Je n'ai jamais fait de leçons de morale. Mais je les connais vous aussi. Ça n'est pas eux que vous J'en ai disiez dans quand ma vous ville, disiez... dans ma région. Je vous dis juste une chose. Regardez, ils sont là. Ils sont dans les campagnes, dans les villes. Je parlais de votre parti. Ils sont sur les réseaux sociaux. Je parle du parti de l'extrême droite. Les envahisseurs. Celui que vous dirigez. Le parti de l'extrême droite. C'est totalement surréaliste. Ça a donné lieu à des détournements sur Internet incroyables, parce que Les Envahisseurs, c'est une série américaine dont j'ai oublié le titre en anglais, c'est pas du tout The Invaders,
Body snatchers. Bon, exactement, body snatchers. Merci, c'est ça. Ils ont le petit doigt, ce qui me permet de les reconnaître, c'est le petit doigt qui est en l'air. Et donc, la pauvre Marine Le Pen, si je puis dire, a été ridiculisée par la France entière pour cette sortie. Je ne sais pas si elle avait pris des substances hallucinogènes ou quelconques, ou si simplement, si elle avait été mal conseillée, si elle était trop stressée. On a appris mardi qu'en plus, elle avait eu une migraine épouvantable qui l'avait laissé un peu invalide pour ce débat. Mais en tout cas, encore une fois, en quelques minutes, elle a perdu. Enfin, de toute façon, elle avait perdu l'élection, naturellement. Mais on était tous très inquiets, enfin en tout cas tous les gens qui s'intéressent à la politique, en se disant elle risque de faire un score très important, surtout face à Emmanuel Macron, qui était un peu le nouveau venu. Elle a fait un score important, elle a fait 16% de plus que son père en 2002, mais ça reste quand même une victoire très nette et sans bavure pour Emmanuel Macron. Alors, c'est toujours le verre à moitié plein et le verre à moitié vide. Hein. On est tous très heureux en France, enfin pas tous, mais en tout cas on est 66,10% à être très heureux qu'Emmanuel Macron ait été élu, mais il n'empêche qu'un tiers, un peu plus d'un tiers de l'électorat a voté pour l'extrême droite au second tour d'une présidentielle. C'est-à-dire non plus pour éliminer, mais pour choisir, ce qui est tout de même extrêmement préoccupant, et ce qui, je crois, doit préoccuper le président de la République de façon considérable, parce que même si il a maintenant une majorité très confortable, c'est ça sa majorité, hein, 350 députés sur 577, pour l'instant. Il va sans doute en supprimer quelques-uns, en tout cas c'est son projet. Pour l'instant, c'est ça le rapport de force. Ça c'est à droite, et ça c'est gauche et extrême gauche, et le FN a 8 députés. Donc 7 et un d'extrême droite, je crois. Bon, voilà. En tout cas, il n'a aucun problème de majorité. Mais il a un réel problème, c'est que l'abstention a été absolument considérable. Il n'y a jamais eu autant d'abstention au second tour que lors de cette élection. 56% d'abstention. Ça, c'est les législatives, hein, pas la présidentielle. La présidentielle a eu aussi un taux d'abstention record. Mais c'est autour de 75% de participation, c'est beaucoup plus élevé, mais c'est peu pour une élection présidentielle qui est l'élection reine en France. Et aux législatives, l'abstention a été considérable, et la participation est en chute libre, comme vous le voyez, par rapport même à l'élection 2012, qui était déjà pas fameuse. Ça c'est un signal politique très fort pour Emmanuel Macron. Et comme il est extrêmement intelligent, qui fait assez peu d'erreurs, il l'a évidemment perçu, mais moi je suis persuadé que ces 44% de Français qui n'ont pas voté à l'élection législative vont se faire entendre à un moment ou à un autre. Qu'ils soient d'ailleurs d'extrême gauche, d'extrême droite, ou ne sachant pas très bien où ils se trouvent. Il y a presque un Français sur deux qui ne soutient pas la politique qui est menée par, le programme en tout cas, qui est proposé par Emmanuel Macron. Juste à côté de chez nous à Paris, il y a un énorme tag, que tu n'as peut-être pas vu parce que tu étais déjà à Middlebury, un énorme tag qui dit nous sommes 44% à ne pas être en marche. En marche étant le nom du parti d'Emmanuel Macron. Et ça, c'est un signal très clair. Quand on a un programme aussi ambitieux qu'Emmanuel Macron, à partir notamment de la rentrée, là tout le monde est en vacances, donc, sauf nous, donc c'est calme, mais à partir de la rentrée, quand on rentrera dans le dur des réformes, il faudra une capacité politique absolument exceptionnelle pour réussir à faire en sorte de continuer. Faute de quoi, l'élection de 2022 risque fort d'être encore plus folle que celle de 2017. Voilà, j'ai été un tout petit peu long, mais je vous remercie. Bonsoir, merci de nous avoir tenu notre très bonne conférence. Et il y a beaucoup de thèmes qui m'ont attiré l'attention ce soir, mais je voudrais en choisir un, et c'est celui du résultat des élections primaires en France
surtout le résultat de la primaire de la droite, ou un candidat que l'on pourrait considérer plus à droite, ou peut-être plus extrémiste, a remporté cette primaire grâce à la très forte participation des vrais militants de la droite. Et de cette façon, grâce à cette forte participation des vrais militants de la droite, un candidat plus modéré n'a pas remporté cette primaire. Et peut-être on pourrait dire que c'est troublant qu'un candidat qui soit pas assez centriste que l'autre candidat ait remporté cette primaire. Donc, ma question c'est, est-ce que vous pensez qu'il faut peut-être réformer les primaires françaises afin de favoriser les candidats qui soient peut-être un peu plus centristes, qui peut-être puissent représenter plus de Français que ces candidats qui soient plus à la droite? Peut-être faudrait-il éliminer les primaires, ou peut-être commencer à utiliser ce que s'appelle en anglais un blanket primary, comme quelques États aux États-Unis utilisent, où tous les électeurs peuvent choisir un candidat sans faire attention au parti, et comme ça, en principe, les deux candidats les plus populaires parmi tout l'électorat remportent ce primaire combiné. Donc, enfin, qu'est-ce que vous pensez, si vous pensez qu'il faut faire quelque chose, qu'est-ce que vous pensez qu'il faudrait faire quant aux élections primaires françaises? C'est la vraie question que vous avez posée, en résumant extrêmement bien ce qui s'est passé. Ce qui me fait plaisir, parce que ça prouve que je n'ai pas été totalement non clair, donc c'est très bien, merci. Le problème des primaires, ça ne touche pas seulement la droite en réalité. Parce qu'à gauche aussi, c'est le candidat le plus à gauche de l'orbite du Parti Socialiste qui a été désigné, candidat frondeur pendant tout le quinquennat, qui avait d'ailleurs quitté le gouvernement pour cette raison-là, qui a été désigné. Donc il y a une espèce, en France en tout cas, de malédiction des primaires. Malgré la très forte participation, on aurait pu s'attendre à ce que la très forte participation nivelle les choses et permette à un candidat plus modéré, à droite ou à gauche, d'être désigné. Mais malgré la très forte participation, c'est les candidats, je ne dirais pas les plus extrêmes, parce que ni Benoît Hamon ni François Fillon sont des extrémistes, mais c'est les candidats qui correspondent le moins à la nécessité d'une élection présidentielle à la française qui ont été désignés. Pourquoi ils correspondent moins? Parce que c'est Valéry Giscard d'Estaing qui avait théorisé ça, il faut, dans une élection présidentielle, avoir plus d'un Français sur deux. C'est pas compliqué, c'est mathématique. Or, si vous êtes trop à droite ou trop à gauche, vous n'arrivez pas à récupérer suffisamment de candidats. C'est une tradition très neuve en France, les primaires. Chez vous, ça a 200 ans, pas tout à fait, mais presque. Chez nous, ça a 7 ans, c'est 6 ans, c'est 2011 la première primaire. Alors on peut se dire que le système n'est pas encore rodé, mais je ne suis pas sûr que ça soit vraiment ça. Et on peut se dire qu'il faudrait déjà changer le système. Encore une fois, à droite, la tradition n'est vraiment pas celle des primaires. À droite, il faut un chef, et puis c'est le chef qui montre la loi, et tout se passe. C'est comme on dit à l'armée, silence dans les rangs. La gauche est mieux outillée, parce qu'elle est, plus démocratique, mais en tout cas elle a plus d'habitude du débat interne que la droite. Et pourtant, elle s'est retrouvée elle aussi dans une situation très difficile. Parce que, évidemment, le meilleur candidat pour la gauche, ça aurait été Manuel Valls, qui était un candidat beaucoup plus acceptable par une majorité de Français. Même s'il avait tendance à agacer un peu à gauche, à vrai dire, parce que côté un peu autoritaire, sécuritaire, etc. Bon. Et puis c'est Benoît Hamon qui est sorti du chapeau. Alors comment faire? J'ai vraiment pas la réponse. L'idée de la primaire couverte blanket primary est plutôt une bonne idée, même si on n'en est pas si éloigné que ça en France, parce qu'il n'y a pas de Registered Democrats ou Registered Republicans chez nous. N'importe qui peut voter aux deux primaires. À partir du moment où il signe un papier
Et en France, on signe des papiers plus facilement que... Enfin, ça a peut-être un peu moins de poids qu'ici, qu'aux États-Unis, où on s'engage vraiment. On a tous signé le pledge, donc vous voyez de quoi je veux parler. Donc c'est déjà une primaire très ouverte, en réalité, normalement. Et beaucoup d'amis, de mes amis qui étaient plutôt du centre-gauche, voire gauche, sont allés voter à la primaire. Certains d'ailleurs pour voter pour Juppé, parce qu'ils voulaient, ils pensaient, ils avaient intégré le fait que la gauche allait être battue, et ils préféraient avoir Juppé comme président que n'importe quel autre président de droite. D'autres pour voter pour Sarkozy. Parce qu'ils se disaient, si Sarkozy est le candidat, on a quand même plus de chances qu'il soit rejeté et que finalement un candidat de gauche passe. Donc les gens ont fait des tas de calculs, enfin c'est plutôt un peu dans le milieu intello que ça se passe, mais ça s'est passé tout de même, de façon à orienter un peu le vote de la primaire. Mais tout ça n'a rien fait, et c'est quand même le candidat, alors encore une fois pas le plus extrémiste, parce que François Fillon est tout sauf extrémiste, mais en tout cas celui qui s'était le plus appuyé sur les forces, disons, conservatrices, qui est passé. Moi, à titre personnel, je serais plutôt pour la suppression des primaires, à vrai dire. D'abord parce qu'on n'en peut plus. Vous n'imaginez pas, cette élection, elle a commencé en septembre 2016, enfin, vraiment en septembre 2016, et elle s'est finie en juin 2017. C'est interminable. Et pendant tout ce temps, beaucoup de choses ne se font pas, les gens sont un peu obsédés par ça, et on en a par-dessus la tête. Donc ça prend du temps. Ça ne coûte pas tellement d'argent, mais ça prend beaucoup de temps. Et puis surtout, c'est une machine à prendre des claques. Pour les grands partis, en tout cas, très clairement. Et c'est ce qui a permis, au fond, on peut même, d'une certaine manière, au-delà des talents propres du nouveau président de la République, penser que le système des primaires a bénéficié à celui qui n'a participé à aucune primaire. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron avait théorisé ça en disant, si je participe à la primaire à gauche, je suis mort. Je ne serai jamais président de la République. Et donc il s'est tenu très très écarté, éloigné de la primaire à gauche. Donc moi je ne suis pas un fanat des primaires. Mes amis au Parti Socialiste ne sont plus des fanats des primaires non plus, même si ça avait marché pour François Hollande, manifestement la machine s'est enrayée. Et il va sans doute falloir revenir à des manières un peu plus brutales de faire de la politique avec celui qui s'impose, ou celle qui s'imposera, qui sera désigné candidat. En tout cas, c'est ce que je pense. Fais pas ça. Qui est-ce qu'on peut accuser pour la défaite de Benoît Hamon on peut peut-être élargir, mais moi je vais choisir 3 personnes ou entités qui sont Benoît Hamon, logiquement. Le bureau du PS et Cambadélis qui est donc le secrétaire général du PS, ou ce qu'on appelait dans la presse les rats qui ont fui le navire, qui sont par exemple François de Rugy ou Manuel Valls. Les 3, mon capitaine. Quand même, Benoît Hamon, d'abord, une présidentielle, c'est une aventure. Je pense qu'il avait sous-estimé le fait que c'est une aventure extraordinairement brutale, difficile, violente, complexe. Il y est arrivé sans être réellement préparé, d'une certaine façon. D'autres candidats s'étaient vraiment préparés depuis des années à faire ça. Benoît Hamon, pas réellement, et objectivement, dans les débats, sauf à certains moments, il est apparu assez faible dans la connaissance des dossiers, dans la façon d'être, dans la façon de se présenter, même dans la façon de parler. Il n'était pas réellement au niveau pour être, à mon sens, pas cette fois-ci en tout cas, pour être président de la République. Et puis, il est évident que le Parti Socialiste, on ne peut pas lui en vouloir, n'a pas aidé Benoît Hamon. Mais Benoît Hamon avait pendant 5 ans, ou presque 5 ans, sapé la politique du gouvernement auquel il appartenait, je me rappelle. Il avait frondé consciencieusement pendant toutes ces années. Donc évidemment, les caciques, les chefs du Parti Socialiste ne lui ont fait aucun cadeau. De même qu'il n'avait fait aucun cadeau, 10 ans auparavant, à Ségolène Royal, quand elle s'était présentée, et où tous ce qu'on appelle les éléphants du Parti Socialiste, les plus importants, tous des hommes, ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour saper la candidature de Ségolène Royal, y compris avec des insultes sexistes, etc. Là, d'une certaine façon, c'est la même chose qui s'est passée. Les éléphants du PS n'ont pas suivi Benoît Hamon, et puis les anciens collègues de Benoît Hamon, les anciens collègues dans le gouvernement,
de Benoît Hamon n'était pas mécontent que Hamon fasse un mauvais score parce qu'il considérait qu'il avait été déloyal avec son propre gouvernement. Donc c'est un peu tout ça. Hein. Oui, Daniel. Quelle a été l'importance des appuis étrangers, c'est-à-dire Obama en faveur de Macron, Poutine en faveur de Le Pen? Est-ce que ça a eu une influence sur les Français, sur leur décision de voter? Je ne crois pas. Non. L'élection présidentielle est en réalité une élection où on ne s'intéresse qu'aux affaires intérieures. C'est drôle d'ailleurs, parce que pour être élu président de la République, il faut montrer qu'on a la capacité à être président en France et à s'occuper des affaires intérieures. Et ensuite, dès que le président est élu, il ne s'occupe, en tout cas dans les premiers mois, après il est rappelé à la réalité, il ne s'occupe que d'affaires internationales. Mais objectivement, le fait qu'Obama ait soutenu Macron, pas que Obama, Mme Merkel aussi, alors même qu'ils n'étaient pas censés être du même bord, n'a pas eu une influence décisive dans la campagne. C'est plus les affaires intérieures et la personnalité de chacun qui a joué. En revanche, Le Pen Poutine, c'est une chose, mais Fillon a été beaucoup attaqué sur ses rapports avec la Russie. Beaucoup plus que Le Pen, parce que Le Pen, de toute façon, on ne s'attend à rien, ça s'attend au pire. Pour Fillon, c'était beaucoup plus gênant, les liens supposés avec la maison russe. Ce d'autant que beaucoup des proches de François Fillon sont d'origine russe. Il se trouve qu'ils sont d'origine russe et aiment la Russie, ce qui est logique puisqu'ils sont d'origine russe. Donc ça a distillé une petite musique désagréable pour François Fillon. Et le fait aussi qu'il ait souhaité faire proposer une espèce de réelle politique avec la Russie, il était le premier à le faire, lui a valu beaucoup de critiques. Mais on s'aperçoit maintenant que l'actuel président de la République, finalement, pas si éloigné que ça, des positions que pouvait avoir François Fillon à l'époque. Quand on prend toutes les élections depuis 2014, on a une France qui est à droite. Et il y a tout de même un peu quelque chose d'étrange, c'est que le candidat qui représente cette droite n'entend pas complètement le message qui a été donné par les Français et qui est au régional, au départemental, au municipal, aux européennes. Nous sommes à droite et nous voulons un homme qui incarne la droite. Comme s'il y avait chez Juppé une difficulté à entendre ce message et ensuite à incarner cette France qui est une France de droite. Et il y a un élément que je rajouterais peut-être aux explications que tu as données, c'est tout de même cette étrange insistance sur l'alliance avec le leader centriste, François Bayrou. Je crois que ça lui a coûté très cher. Non pas parce que c'est François Bayrou, mais parce que c'est un François Bayrou qui est considéré comme étant l'homme par lequel l'échec pour la droite est venu en 2012. Le positionnement de François Bayrou soutenant François Hollande a coûté cher à la droite qui pouvait encore prétendre contenir François Hollande en 2012. Donc depuis 2012, c'est un leader centriste, mais c'est un leader centriste qui a l'image du traître. Et je crois que faire campagne pour Alain Juppé, main dans la main presque, avec celui qui est représenté comme celui qui a planté la droite en 2012, et celui qui est un traître, a beaucoup compliqué la tâche, du moins dans la primaire, a beaucoup compliqué la tâche d'Alain Juppé. Deuxième élément, tu insistais à juste titre sur le fait que les segments centraux sont essentiels dans une élection présidentielle. Et dans le résultat que tu nous as montré, du premier comme du second tour, il faut revenir sur le cas Bayrou. Bayrou, en effet, décide de s'allier avec Macron. Si Bayrou avait été candidat, en dépit de toutes les avanies, la probabilité aujourd'hui que Fillon soit président de la République française est extrêmement élevée. Fillon est à 400
60 000 voix derrière Marine Le Pen. La présence de François Bayrou, s'il s'était maintenu, c'était 5 à 6% des voix. Macron était éliminé. Et on avait un second tour, Fillon, et le Fillon que tu nous as présenté, Fillon-Marine Le Pen, dans lequel François Fillon aurait gagné. Donc là, comment dire, l'importance du cas Bayrou dans toutes les étapes de cette campagne, hein, jusqu'à ce qui vient de se passer, enfin bon, voilà, est tout de même assez troublante et montre la fragilité des rapports de force. Hein, cet homme qui incarne, tout de même depuis pas mal d'années, les segments centraux montrent que toutes les majorités, en fait, sont d'une fragilité phénoménale, à commencer même par cette apparente majorité forte d'Emmanuel Macron, qui est tout de même d'une fragilité incroyable, puisque, je ne sais pas si tu as vu aujourd'hui, le sondage est là, vient de montrer que jamais un président de la République n'a connu en un mois une telle chute de popularité. Emmanuel Macron est à 40% de confiance aujourd'hui. Hein, c'est-à-dire bien pire que François Hollande, bien pire que Nicolas Sarkozy. Hein, donc, je suis sûr qu'en regardant en détail, les comportements des segments centraux sont tout à fait décisifs pour comprendre ces échecs, ces succès éphémères, ces rétropédalages. Tu as évidemment absolument raison. J'ajouterais aussi que si Nicolas Dupont-Aignan ne s'était pas présenté, Nicolas Dupont-Aignan, c'est la droite souverainiste, la droite post-gaulliste qui veut le retour des frontières, qui refuse l'Europe, etc. Il a eu à peu près le même nombre de sièges que ce qui manquait, un peu plus même, que ce qui manquait à François Fillon pour être premier, même pas second, mais pour être premier au premier tour. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé, je me dis franchement, c'est que François Fillon, malgré tout ce qui lui est arrivé, fasse 20%. Un Français sur 5, c'est énorme. Il y a un socle, évidemment que la France est à droite, il n'y a aucun doute là-dessus. Il y a un socle de gens qui vraiment ne peuvent pas voter, même pour Emmanuel Macron, qui est considérable. Le cas Bayrou est un cas d'école d'une certaine manière, parce que, effectivement, c'est celui, il est présenté comme ça, en tout cas par Sarkozy, qui a fait battre Nicolas Sarkozy en 2012, comme Christiane Taubira avait fait battre Lionel Jospin en 2002. Il s'est allié, comme vous le savez peut-être, avec Emmanuel Macron, et il a été ministre de Macron pendant 1 mois, avant de se faire lui-même rattraper par une affaire très embêtante, d'emploi fictif, d'attaché parlementaire, un peu différente de celle de François Fillon, mais il y a quand même des choses qui résonnent étrangement. Et je pense, enfin, ce que tu dis sur l'alliance Bayrou-Juppé, des amis personnels de Juppé le lui avaient dit aussi. Il n'a pas voulu entendre, parce que c'est Alain Juppé, il est comme il est, et il n'a pas voulu entendre parce que c'est un homme de conviction. Il est fidèle en amitié, il est vraiment ami avec François Bayrou, puisqu'ils sont de la même partie de la France, dans le sud-ouest, et il était absolument convaincu que l'élection se gagnerait au centre. Il avait raison, mais il avait oublié une marche, la primaire. Il avait juste oublié qu'il fallait d'abord qu'il monte la première marche pour ensuite pouvoir enjamber et être déclaré vainqueur. Ça a un côté assez tragique, d'une certaine façon, l'échec d'Alain Juppé, parce que son diagnostic, comme toujours, était parfait. Il avait entendu le fait que la France était de droite. Mais comme c'est quelqu'un d'assez, comment dire, bienveillant, il avait répondu à cette inquiétude justement avec le concept de l'identité heureuse, en disant on peut être de droite, on peut réformer ce pays, mais on peut aussi vivre ensemble. Et on peut aussi ne pas dire les immigrés dehors, c'est plutôt courageux comme position. Il a eu tout au long de sa carrière, et surtout sur cette fin, une position courageuse. Mais c'était une position qui était défaillante à la racine, à cause de cette fichue primaire, encore une fois. Il n'y aurait pas eu de primaire. Je pense que la Juppé aurait eu bonne chance d'être élu. Et il n'y aurait pas eu François Bayrou. Je pense effectivement François Fillon, malgré toutes ses affaires,
aurait été président de la République. D'une certaine manière, au fond, c'est un exercice d'humilité pour les gens non pas pour les politologues qui expliquent, mais pour les gens qui essayent de faire des campagnes, qui sont dans le feu de l'action. Il y a quand même beaucoup de hasard, hein, en réalité. Et beaucoup de choses qui sont dealées au dernier moment, qui pourraient tourner dans un sens ou dans l'autre, d'inimitié qui jouent un rôle qu'on ne soupçonne pas, etc., etc. Donc même si vous faites le meilleur programme, si vous avez les meilleurs communicants, la part du hasard reste assez considérable. Cela dit, pour Emmanuel Macron, moi je pense à titre personnel que la chance est une qualité très très importante au politique. Avoir de la chance. Ça ne marche pas tous les coups, mais c'est très très... La baraka, comme on dit dans ce mot franco-arabe, qui veut dire chance aussi, c'est très très important au politique. Oui. Je souhaite bonne chance, je crois. Pardon, je crois Il y avait une dernière. Oui, il y avait une question de la planète étudiante. Vous avez bien remarqué l'effondrement des deux partis, disons, classiques en France. Comment est-ce que vous voyez ce phénomène par rapport au monde anglo-saxon où l'on trouve que les partis de l'établissement ont gardé leur statut, mais quand même ont été, disons, décapités, c'est-à-dire le parti ouvrier en Angleterre avec l'essor de Corbyn et bien sûr le parti républicain ici aux États-Unis. Est-ce que cela veut dire que la politique insurgente s'exprime au niveau exécutif dans le monde anglophone et plutôt au niveau législatif en France, parce qu'on garde quand même un homme assez reconnaissable comme président, mais c'est la composition de la législature qui a vraiment changé. Aux États-Unis. En France. En France, oui. C'est une assez bonne... je n'avais pas pensé, mais à vrai dire, c'est assez convaincant. Je serais bien en peine de donner une explication rationnelle. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a quand même beaucoup de similarités entre tous nos pays, sauf l'Allemagne. Je pense, je peux me tromper, comme je me suis trompé l'an dernier sur le Juppé, je peux me tromper cette fois-ci, je pense que Mme Merkel va être réélue pour un 4e mandat. Et l'Allemagne reste un pôle de stabilité. Mais quand on regarde tout autour, la Grande-Bretagne, Cameron, a été balayée, a perdu son pari. Mme May est en position extrêmement difficile. En Italie, M. Renzi a perdu son pari aussi. Un peu à l'est de l'Europe, les choses sont extrêmement complexes. Donc on voit qu'il y a une difficulté de plus en plus grande à gouverner d'une certaine façon. Et on voit aussi que les qualités nécessaires pour gouverner sont des qualités très différentes de celles nécessaires pour se faire élire. Et même souvent orthogonales, presque incompatibles d'une certaine façon. C'est-à-dire que l'idéal, ça serait d'avoir un homme politique ou une femme politique pour vendre le programme, qu'on mettrait ensuite sur une étagère pour être remplacé par quelqu'un qui n'a pas ce talent-là, mais qui aurait le talent c'est une blague, hein. Mais ça a du sens. Alors, pour ce qui est de la législature en France, heureusement, dans cette assemblée, vous avez vu que la République en marche a une part très importante, heureusement, il y a une représentation des extrêmes. Il y a quelques députés du Front National, il y a quelques députés, un groupe même de députés de la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon, qui fait entendre sa voix, qui fait du débat politique. Maintenant, on n'est plus obligé d'avoir une cravate à l'Assemblée, parce que la France Insoumise est arrivée en disant il y en a marre des cravates. Ça a l'air de rien, mais c'est des choses qui font vivre quand même le monde parlementaire, en quelque sorte. Et si vous n'avez pas, au sein du Parlement, ces forces qui sont des forces insurgentes, comme vous le disiez, c'est dans la rue que ça se passe. Donc c'est très important qu'on ait ce débat, surtout en France, où contrairement aux États-Unis, le président est presque tout puissant. Encore une fois, notre président a des pouvoirs dont rêverait le président américain, vraiment. Le président, ou n'importe quel président américain. Et s'il n'a pas une assemblée où la contestation est portée, où le débat a vraiment lieu, il est très embêté. Alors, en plus, Pascal disait tout à l'heure, la
La République en marche est très fragile. C'est aussi parce que la plupart sont des nouveaux, et au fond, ils sont arrivés là un peu par hasard, d'une certaine manière. Je sais parce que notre voisine à Paris, qui est une femme absolument charmante, et maintenant une représentante de la nation, une députée, il y a 6 mois, elle ne faisait pas de politique. Et s'est inscrite sur le site internet de la République en marche en disant « J'aimerais bien tenter ma chance pour être députée ». Maintenant, elle est députée. Elle n'a jamais fait de politique, elle n'a jamais été élue, elle n'a pas fait d'études ni de droit, ni de sciences politiques. C'est quelqu'un de très bien, mais elle a tout à apprendre. Donc cette majorité-là, elle va être compliquée à gérer pour Emmanuel Macron, pour le président de l'Assemblée et pour tout le monde. Est-ce qu'elle a besoin d'un assistant parlementaire? Bon, ce sera le mot de la fin, je crois. Il n'y a plus de... Merci.